À l'heure où nous sommes, l'Afrique est à un moment très très sensible de son existence. Les 6 derniers siècles, l'Afrique a connu une dévastation venue de l'Europe, l'Europe de l'Ouest. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus arrogants, de plus en plus violents, de plus en plus cyniques. Et depuis 600 ans, nous n'avons pas encore le moyen de nous défaire d'eux. Heureusement que tout le monde en Europe n'est pas comme tout le monde. L'Europe de l'Est, qui dans le temps a été aussi victime de ce que subit l'Afrique, oui, vous ne le savez pas, les Européens de l'Ouest allaient en Europe de l'Est capturer des gens pour les réduire en esclavage. Ils ont commencé ça avant même de venir en Afrique. Disons que c'est là-bas même qu'ils se sont entraînés. Et je pense que c'est ce qui fait que le mot slave en anglais signifie esclave en français, parce que eux, ils sont d'ethnie slave. Et comme on les réduisait en esclavage, donc leur ethnie a été collée à la nominalité de l'action. Cette partie est très compliquée à expliquer, je ne la maîtrise pas, je préfère sauter. Mais les Slaves, dans le temps, ont subi la méchanceté des Occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont de la partie de l'Europe de l'Ouest. Et donc eux, par réflexe, ils combattent la réduction de l'être humain en esclavage, puisque eux-mêmes l'ont subi. Voici pourquoi à Yalta, les Russes étaient présents, mais ils n'ont pas accepté que l'on se partage l'Afrique et le reste du monde comme un gâteau. Donc ils ont participé, ils ont regardé les gens, on se dit, moi je me positionne ici, je me positionne là, ma sphère d'influence, mon précaré, etc., etc. Et par derrière, ils ont aidé les victimes à se libérer. Certains ont pu se libérer, d'autres non. Il y a même Che Guevara qui a été en Afrique, au Congo. Il n'a pas réussi parce que, bon, le caractère de nos frères, et ça rentre dans l'actualité dont je veux parler, le caractère de nos frères l'ont découragé, il a abandonné la chose. Voilà aujourd'hui l'occasion se représente pour l'Afrique de se libérer. Parce qu'il y a des peuples sur la terre qui n'acceptent pas l'esclavage, qui n'acceptent pas la colonisation. Même quand eux sont bien en sécurité, ils aident d'autres à se libérer. Notamment la Russie. Surtout la Russie. Nous devons profiter de cette occasion pour nous libérer définitivement des Occidentaux. Spécifiquement la France. Elle a commis assez de crimes chez nous en Afrique. Nous devons saluer les leaders comme Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Ibrahim Tchani et le président du Centrafrique. Et nous devons chercher le boulevard pour les suivre. Donc il faut faire attention aux leaders que nous suivons. Alassane ne va jamais nous laisser nous éloigner des Occidentaux. Et voilà où est le problème majeur que j'ai avec M. Thiam. Avec M. Thiam, naturellement, nous serons complètement livrés corps et âme, mains et pieds liés aux Occidentaux. Il n'y a rien à faire. C'est M. Thiam qui s'affiche avec Bill Gates, croyant que, comme on le voit avec le Seigneur du monde, on va lui donner des points, alors que c'est le contraire. Bill Gates est contre les Africains. Il a des politiques anti-africaines, des stérilisations de masse, voire même des génocides, puisqu'on envoie des vaccins qui ont des buts meurtriers. Quand tu t'affiches à côté de Bill Gates, je vais dire, tu n'es pas un politicien, tu n'as pas compris ce qui se passe en Afrique. Donc vous faites Thiam président, la porte sera ouverte à Bill Gates pour venir faire toutes ces expérimentations sur nous. Voilà un problème majeur pour lequel il ne faut jamais accepter Thiam. C'est un enfant de cette classe-là. Voilà. Il est trop occidentaliste. Et l'Occident, c'est un danger pour nous.
Venons-en à l'ethnicité de Thiam. C'est un Sénégalais, donc c'est un frère, ça c'est pas un problème. Seulement que bon, j'aime bien que les Sénégalais dirigent le Sénégal et que les Ivoiriens dirigent la Côte d'Ivoire. Voilà un Burkinabé, Alassane Ouattara, qui en Côte d'Ivoire, on voit comment ça se passe pas bien, parce qu'il est sur le pays, il n'aime pas le pays, il a tout le pouvoir. Ben les Ivoiriens, ça se passe pas bien, voilà. Donc il faut qu'un Ivoirien dirige la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la nationalité ivoirienne, mais qui n'ont aucun amour pour la Côte d'Ivoire, voire même qui ont beaucoup de haine pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. Si on ouvre la porte à Thiam, M. Tidiane Thiam, ben, ça sera jurisprudence pour tous les Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. On a vu déjà à Makori, un Libanais qui dit il faut que nous aussi on ait notre maire. Dans notre pays, lui aussi doit avoir son maire. Il ne dit pas non, nous Ivoiriens, question de dire il est tellement intégré que nous, malgré sa couleur de peau, il est notre frère, Jean. Non, nous Ivoiriens, bon, il faut que vous nous acceptez, quelles que soient nos ethnicités, etc. Non, il dit nous aussi, on doit avoir notre maire, c'est-à-dire notre maire libanais. Donc il sait bien que c'est une ethnie qui s'incruste sur un autre territoire. Donc il a une mentalité de colonisateur là. Nous aussi on doit avoir notre maire. Imaginez-vous que M. Thiam passe. Tous les Libanais pourront dire nous sommes dans la nationalité ivoirienne, on veut devenir président en Côte d'Ivoire. Et comme ils ont beaucoup d'argent, et que chez nous il y a beaucoup de corrompus, parce que la pauvreté avilit, ben, ils vont acheter des voix, et puis ils vont prendre le contrôle de notre pays. Et puis c'est fini. Qui va nous sauver des Libanais? C'est fini. Voilà. Donc, Thiam représente un précédent très dangereux. Voilà pourquoi je dis que le problème de l'ethnicité n'était pas ce que je recusais, mais c'est plutôt la technicité de l'ethnicité. C'est-à-dire, techniquement, si lui passe, les Libanais pourront se chevaucher sur ça pour se présenter eux aussi. Et le verrou de la double nationalité, c'est vraiment une sécurité. On doit protéger notre nation. Pour être président, il faut que quelqu'un n'ait pas la double nationalité et qu'il ne se soit jamais prévalu d'une autre nationalité. Il faut un vrai fils du pays, qui, quel que soit Alpha, n'a jamais abandonné sa nation. M. Thiam, il est loin d'être un Ivoirien. Et puis comment est-ce qu'il prend la tête du PDCI? Expliquez-moi, je n'ai rien compris encore. Un coup comme ça, pas, il est président du PDCI. Et là, comme ça, il prend le pouvoir, on est foutu. Il sera pire qu'Alassane. Donc, soyez vigilants. Et le PDCI a trop ouvert la porte à des problèmes en Côte d'Ivoire. Surveillez bien ce parti-là de près. Tous les gens qui sont de PDCI, il faut les regarder à la loupe. Souvent même, il faut les regarder louper. Voilà ce que je pense de M. Thiam. On veut encore nous imposer un homme façonné par les mêmes puissances qui ont déjà fracturé notre nation. On voudrait que nous oublions 2011, nos morts, nos humiliations, et les chaînes invisibles du franc CFA. Mais notre mémoire est plus solide que leurs manœuvres, et notre dignité ne se négocie plus. Face au retour masqué d'un système qui nous a brisés, il est temps pour les Ivoiriens de se lever et dire non. Depuis quelque temps, le nom de Tidiane Thiam revient sur toutes les lèvres, comme un refrain entêtant que l'on n'a jamais demandé à entendre. Et pourtant, c'est bien lui que certains voudraient nous imposer comme futur président de la Côte d'Ivoire. Encore un profil international, encore un technocrate façonné par les grandes institutions financières occidentales, encore un homme dont la trajectoire fait davantage écho aux couloirs feutrés des multinationales qu'aux ruelles poussiéreuses de nos quartiers populaires. Et à chaque fois que nous prenons un instant pour regarder lucidement cette construction politique, un frisson nous parcourt, comme si l'histoire revenait frapper à notre porte avec les mêmes habits, les mêmes couleurs, les mêmes intentions. Car comment ne pas voir dans le parcours de Tidiane Thiam une étrange copie de celui d'Alassane Ouattara? Même formation idéologique, même adoubement par les structures qui dictent leurs lois à nos nations, même réseaux occidentaux, même proximité affective et politique avec l'élite française. Et surtout, cette même distance avec la douleur du peuple ivoirien, cette même incapacité à comprendre la souffrance accumulée de ceux qui vivent ici,
qui lutte ici, qui meurt ici, loin des tours climatisées du FMI ou des banques d'affaires suisses. Nous ne cherchons pas à juger l'homme sur ses origines familiales, même si ce débat existe dans notre pays et ne peut être balayé d'un revers de main. Non, le cœur de la question est plus profond. Tidjane Thiam incarne-t-il véritablement la souveraineté ivoirienne ou représente-t-il, malgré lui ou non, la continuité d'un système qui nous a déjà brisés? Lorsqu'un pays a souffert comme le nôtre, souffert de l'ingérence, des manipulations, des coups d'État constitutionnels, des interventions étrangères, peut-on sérieusement lui demander de confier à nouveau sa destinée à un homme dont les parrains sont les mêmes que ceux qui ont encouragé, financé ou applaudi la recolonisation politique de notre pays? Car nous avons la mémoire longue. Nous n'oublions pas comment la France a soutenu Ouattara, comment elle a fermé les yeux sur ses dérives, comment elle a poussé Laurent Gbagbo dans les geôles de la CPI pendant que ceux qui allumaient le feu ici se pavanaient dans les salons de l'Élysée. Nous n'oublions pas les morts de 2011, les exils, les humiliations, les familles déchirées. Nous n'oublions pas les milliers de nos frères et sœurs qui ont toujours un nom coincé entre les dents, un nom qu'ils n'osent plus prononcer tant la douleur serre la gorge. Et voilà que la même France, la même classe politique, les mêmes relais économiques nous présentent Tidjane Thiam comme la nouvelle alternative démocratique. Une alternative qui, étrangement, n'a jamais contesté le franc CFA, cette monnaie qui étrangle notre croissance et enchaîne nos États. Une alternative qui n'a jamais dénoncé ouvertement les interventions militaires étrangères, ni la confiscation de nos richesses, ni la dépendance structurelle imposée à l'Afrique de l'Ouest depuis des décennies. Une alternative qui se veut moderne, ouverte, compétente, mais une alternative qui ne parle presque jamais de souveraineté, de dignité nationale, de refondation réelle de l'État ivoirien. Une alternative qui rassure Paris, Washington et Bruxelles, mais qui inquiète nos villages, nos quartiers, nos mémoires. Comment pouvons-nous accorder notre confiance à celui qui n'a pas montré la moindre rupture idéologique avec ceux qui écrivent encore notre destin à notre place? Comment croire qu'un homme si profondément ancré dans les réseaux occidentaux fera soudain le choix du sacrifice et du courage patriotique, là où il ne l'a jamais fait auparavant? Nous avons longtemps souffert de la naïveté politique. Nous avons trop payé le prix de notre confiance accordée à ceux qui n'avaient pas les mains plongées dans la terre du pays. Peut-être que c'est cela, aujourd'hui, la maturité d'un peuple, apprendre à lire derrière les discours, voir derrière les sourires, reconnaître les fils qui bougent derrière les marionnettes. La souveraineté ne se délègue pas à ceux qui n'en ont jamais porté la charge. La souveraineté est une bataille qui demande du courage, de l'enracinement et une loyauté absolue envers la nation, pas envers les puissances qui nous exploitent. Nous ne voulons plus de dirigeants qui doivent regarder ailleurs avant de prendre une décision ici. Nous ne voulons plus de présidents dont la carrière dépend davantage de leur image à Paris que du bien-être des Ivoiriens. Nous ne voulons plus de dirigeants qui se fondent dans les circuits financiers mondiaux au point d'en oublier les réalités du pays profond. Ce n'est pas une question de haine, ni d'exclusion. C'est une question de survie nationale. Une nation qui ne contrôle pas sa démographie, sa monnaie, ses frontières, ses richesses, sa défense et ses dirigeants, n'est plus une nation, c'est une administration coloniale modernisée. Nous voulons un dirigeant qui fasse trembler ceux qui nous exploitent, pas un dirigeant qui leur fasse applaudir nos malheurs. Nous voulons un dirigeant qui refuse les pressions, pas un dirigeant qui les attend pour orienter sa politique. Nous voulons un dirigeant qui parle d'ivoirité non pas pour exclure, mais pour protéger ce qui reste de notre souveraineté, de notre identité, de notre mémoire collective. Alors, Tidjane Thiam? Est-il digne de diriger ce pays? Peut-il être le président qui rendra sa dignité à la Côte d'Ivoire? Peut-il porter la lutte que Laurent Gbagbo a incarnée pendant des décennies, au prix du sang, au prix de la prison, au prix de l'exil? Nous ne le pensons pas. Et nous ne sommes pas seuls. Un peuple qui a souffert autant que nous a le droit de la prudence. Un peuple trahi a le devoir de se protéger. Et un peuple en quête de souveraineté doit choisir des dirigeants qui lui ressemblent, qui l'aiment profondément, qui vivent sa douleur, qui respirent sa vérité. Nous ne rejetons pas Tidjane Thiam en tant qu'homme. Mais nous rejeterons toujours toute figure politique présentée par ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire reste un protectorat déguisé. Notre combat n'est plus seulement politique, il est existentiel. Et tant qu'il restera au fond de nous cette étincelle de dignité, nous ne laisserons plus personne écrire l'avenir du pays à notre place. Car l'histoire nous a suffisamment enseigné, lorsque nous dormons, d'autres rêvent à notre place. Et leurs rêves ne sont jamais les nôtres.